bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons nous intéresser à ceci, Delta Green, le jeu de rôle et plus particulièrement le Slipcase, donc qui contient deux manuels. Un manuel, le manuel des agents, qui vous explique un petit peu les règles, enfin la plus grande partie des règles, ainsi que comment builder votre agent du Delta Green, vos joueurs en fait, et le manuel du ce qu'ils appellent The Handler, c'est-à-dire le maître de jeu, gardien des arcanes, etc. Alors, que dire de ce jeu? Rapidement, pour refaire un petit historique très succinct en fait, la première mouture de Delta Green est apparue. À l'époque, c'était un supplément de contexte, donc qui était motorisé par les règles de l'appel de Cthulhu. Voilà, on changeait le décor, la période, parce que c'était essentiellement du contemporain, même si ça s'est développé après, qu'on a vu des campagnes en 1950, en 1960, etc. Et il y avait tout un contexte de jeu qui changeait, avec une partie, bien sûr, sur le mythe Lovecraftien, notamment en ce qui concerne les créatures, mais aussi c'était très orienté complot, organisation d'État, etc. C'était mêlé avec l'actualité. Vous aviez également une touche d'ufologie. En gros, ça s'inspirait beaucoup de la série X-Files, avec ce volet justement de choses du surnaturel qui survenait comme ça au milieu, et ce qui se mélangeait avec des éléments du mythe de Cthulhu. C'est une bonne mouture, bon mélange. À l'époque, moi, j'avais eu l'occasion de jouer. Et puis le jeu a rencontré, enfin le setting plus exactement, a rencontré un énorme succès. Il y a une communauté de fans, il y a eu des magazines qui s'appelaient, je crois, The Oath, le serment, si je dis pas de bêtises, qui traitaient avec des suppléments, des ajouts de règles, etc. Et puis assez récemment, enfin maintenant il y a quand même 3-4 ans, je dirais, les gens qui développaient le jeu ont choisi de faire un petit peu, mettre en concordance le système de règles pour vraiment servir le propos de leur jeu. Et c'est plutôt bien fait. Vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Le Slipcase, bon, c'est Arc Dream Publishing, leur maison d'édition. C'est voilà, là vous avez un joli slipcase. Donc on va prendre ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le Agent's Handbook, qui correspond au Player's Handbook si on veut faire des parallèles avec d'autres jeux de rôle. C'est du bel ouvrage, vous voyez, photo couleur, intérieur couleur, c'est écrit assez gros, c'est très digeste, utilisation de la couleur dans le texte, ce qui est bizarrement quelque chose ça commence à apparaître, enfin ça a apparu déjà dans certains jeux, mais c'est assez rare finalement. C'est un peu bizarre dans un texte où justement les gens qui lisent ont besoin de se repérer vite, qu'on ne fasse pas plus appel au code couleur. Je sais pas pourquoi les maquettistes restent souvent sur du noir et blanc avec juste en réalité les polices de caractères qui changent et puis la grosseur des titres, sous-titres, etc. dans leur mise en page, alors que de la couleur, ça aide vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire qui moi m'apparaît comme très important par rapport à ce jeu? La finalité du jeu, donc vous allez interpréter des agents d'une organisation, le Delta Green, qui est une organisation quand même, il faut le savoir, assez secrète, et ça va déterminer beaucoup de choses. Et le but de ces agents, en réalité, c'est de combattre pour l'humanité, pour que l'humanité des êtres humains soit préservée face aux menaces, tout un tas de menaces qui viennent comme ça interférer. Du coup, ils ont changé les choses, à savoir l'humanité dans ce jeu-là est représentée essentiellement, la jauge principale, c'est ce qu'ils appellent les bonds. Les bonds, c'est en fait des liens que vous avez avec des personnes de votre famille, enfin des PNJ en fait. Et l'humanité de votre personnage
elle est représentée par ça. Ce qui fait que vous pouvez renforcer des liens ou en perdre certains. Et notamment votre descente aux enfers avec la perte de santé mentale est corrélée à la jauge de bounds et le niveau que vous avez de lien avec les personnes qui vous entourent. C'est nouveau. À Cthulhu, on n'a pas ça, on a juste la santé mentale, et puis après, c'est un peu libre à chaque joueur dans son roleplay d'interpréter sa relation avec ses proches, etc. Et finalement, on le fait peu souvent. Là, c'est vraiment au centre du jeu, à tel point que quand vous faites jouer des scénarios, il faut réserver une partie du scénario pour faire jouer à chaque joueur une petite scénette qui le met en scène, souvent dans son contexte familial, mais pas que, ça peut être avec des amis, etc. Et où justement, voilà, cette histoire de lien se trouve mis sur le devant de la scène. Donc c'est quelque chose de nouveau, de très intéressant, et c'est vrai que d'entrée de jeu, ce simple paradigme amène le jeu sur quelque chose de vraiment différent dans la proposition que l'appel de Cthulhu, même si sur certains domaines on va être en terrain connu. Alors dans ce Player's Agent, c'est plutôt Agent Handbook, qu'est-ce que nous allons retrouver? Vous avez un parti pris de mise en page qu'on retrouvera également dans le Handler's Guide. Vous voyez, il y a beaucoup de pêle-mêle comme ça, qui sont censés être des documents d'archives, des documents de bureau, etc. C'est quelque chose qui revient dans la présentation du jeu. C'est pas mal, par moments ça fait un peu fouillis, ça fait un peu brouillon, mais ça donne ce côté que vous êtes en train de faire des recherches et que vous accumulez des documents, etc. À lire, c'est pas toujours génial. Et puis après, pour ce qui est du texte, vous voyez, on revient sur du 2 colonnes traditionnel avec des belles illus. C'est écrit assez gros, et puis il y a ces titres en rouge là qui permettent tout de suite de bien voir de quoi on parle. Alors, on va regarder un petit peu les agents, comment on crée un agent. La première chose à savoir, c'est qu'en réalité, les agents sont recrutés, donc plus ou moins secrètement par Delta Green, par l'organisation, et ils ont tous un point commun au départ, c'est d'avoir été confrontés une première fois, d'avoir eu une première confrontation avec le surnaturel. Là encore, vous pouvez remarquer qu'il y a un changement de paradigme avec l'appel de Cthulhu, où on interprète plutôt du monsieur et madame tout le monde, qui se trouvent confrontés et puis qui après doit réagir, etc. Et c'est vrai que ça peut entraîner des fois des petits décalages, des dysfonctionnements, de se dire finalement pourquoi ce professeur d'anthropologie va-t-il se lancer dans cette aventure. C'est souvent un peu au maître de jeu de l'expliciter dans le contexte de sa campagne ou de ses one-shots, alors que là, le jeu a été pensé différemment dès le début. Vous allez interpréter un agent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les missions de ces agents, donc quand ils sont confrontés ils sont envoyés sur des endroits où il y a l'apparition de surnaturel. Ce qu'il faut, c'est enquêter, nettoyer éventuellement, et puis surtout aussi, ils ont un peu le rôle des Men in Black, à savoir d'éviter que les secrets concernant les choses surnaturelles se répandent dans la population et créent de la panique. Donc il y a cet aspect-là aussi que vous n'avez pas dans l'appel de Cthulhu, où finalement c'est jamais évoqué de façon trop directe en fait, la relation entre ce qui se passe de surnaturel et comment l'entourage, le settings évolue par rapport à ça. Alors que là, l'agence justement, elle est là pour éviter tout risque de débordement dans la population américaine. Donc vous allez ensuite créer, alors là on se retrouve en terrain connu, vous allez tirer vos compétences. Donc il y a la force, la constitution, la dextérité, l'intelligence, le pouvoir, le charisme. Voilà, la règle, je crois que c'est 4d6 et vous écartez le moins bon résultat. On reste sur ce type de score. Par contre, quand vous faites un test, vous multipliez par 5 si vous faites un test sous la compétence. Mais ils n'ont pas basculé comme à Cthulhu où maintenant vous avez par exemple 65 en force. C'est-à-dire que vous tirez vos 3d6 et puis après vous multipliez par 5. Là, vous tirez 4d6, vous prenez les 3 meilleurs et c'est votre score de force. Par contre, quand vous faites un jet de force,
vous multipliez par 5 pour savoir exactement combien vous avez. À la suite de ça, vous avez des attributs dérivés. La santé mentale, par exemple, qui est égal à 5 fois votre score de pouvoir. Si vous avez 12 en pouvoir, vous avez 60 points de santé mentale. Vous avez quelque chose de nouveau qui est apparu, qui est assez intéressant, c'est la volonté, le willpower, qui va s'étioler à mesure, c'est une jauge supplémentaire qui va s'étioler, et vous pouvez perdre le contrôle de votre personnage lorsqu'il descend en dessous de 2 points de volonté. Et à ce moment-là, s'il est confronté à certaines situations, il aura moins de marge de manœuvre qu'un personnage qui a gardé toute sa volonté. Évidemment, il y a tout un tas d'éléments qui vont user la volonté de votre personnage. C'est également cette jauge, je ne crois pas dire de bêtises, qui sert par rapport à la fatigue. Lorsque, imaginons que vous êtes sur les traces d'un cultiste et que là, ça dure un peu longtemps, si vous restez quelques 2 nuits sans dormir, votre jauge de volonté, il va falloir faire des tirages pour éviter de tomber trop bas. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La santé mentale, je l'ai dit, le willpower, les points de vie. Les points de vie, c'est force plus constitution divisé par 2, arrondi au supérieur. Ensuite, il va falloir choisir la profession de votre agent avant qu'il ne soit recruté. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Là encore, ça renouvelle un peu, même s'il y a des choses qui sont assez proches de ce qu'on trouve à l'appel de Cthulhu. Il y a aussi des choses déjà beaucoup plus contemporains et légèrement différentes. Donc, vous avez historien, anthropologiste, scientifique, informaticien ou ingénieur, agent fédéral, vous pouvez appartenir à la CIA, FBI, plutôt FBI d'ailleurs. À ce propos, il y a un supplément qui est sorti, un petit peu comme dans la première mouture du jeu, avec des agences complémentaires, supplément qui va aider les joueurs, enfin donner d'autres possibilités pour les joueurs d'appartenir à d'autres agences. Physicien, scientifique, opérateur spécial, criminel, travaillant à l'office de la gestion des migrants, service secret, analyste des services secrets, service secret officier, juriste ou business exécutif, donc plutôt des affaires, spécialiste des médias, paramédical ou infirmière, pilote ou marin, pilote officier. Vous pouvez également être un programme manager, c'est-à-dire diriger une organisation. Soldat ou marine, et il vous explique après comment le maître de jeu peut également créer sa profession. Dans chaque profession, on va vous donner un listing des compétences. Alors par exemple, si je regarde le marine, il a en alertness, donc c'est ce qui lui permet d'être sur ses gardes, entre guillemets, 50%, athlétique 50%, bureaucratie 30%, drive 40%, arme à feu 40%, premier soin 40%, etc. Et puis après, vous allez pouvoir choisir des points à répartir. Alors, en ce qui concerne ces points de bonus, les bonus skills, là aussi, ils ont introduit quelque chose qui peut aider les joueurs novices. C'est tout simplement de choisir un bagage. Vous prenez par exemple le bagage d'athlète, et là, vous avez tout de suite le listing des compétences dans lesquelles vous allez répartir vos points bonus. Vous voyez, l'athlète, c'est alertness, athlétique, dodge, first aid, humint, persuasion, swim et combat sans armes. Si je prends le bureaucrate, à la différence, lui, ce sera comptabilité, bureaucratie, informatique, criminologie, humint, law, persuade et une compétence au choix. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça fonctionne assez vite. Ensuite, le bouquin va survoler un peu les skills, les compétences. Là, encore une fois, vous avez une base à certaines compétences, par exemple, alertness, la base est de 20. Donc même si vous ne l'avez pas dans vos bagages ou dans votre métier, votre profession, votre occupation, vous avez de base 20 en alertness.
Anthropologie, la base est de 0, par exemple archéologie, voilà. Bon là, on est en territoire connu, il y a beaucoup de compétences qui sont communes avec Toulouse. Il y en a une qui est intéressante parmi les nouvelles compétences, c'est ce qu'ils appellent le HUMINT. C'est intelligence humaine, Human Intelligence. Ça vous permet d'obtenir des informations par rapport à un sujet qui, en fait, si vous n'avez pas cette compétence, vous ne serez pas en mesure de tirer les indices, de bénéficier des indices. Ça permet de reconnaître certains signes aussi par rapport à la sincérité de votre interlocuteur, savoir s'il vous ment, etc. Ça, c'est un petit côté un peu psychologique. C'est tout, voilà, c'est la psychologie. Ça, c'est pour l'aspect humain, et donc les déductions que vous pouvez faire par rapport à cela. Je passe assez vite sur les compétences. Voilà une feuille de personnage, bon, qui est efficace, mais qui est pas très sexy. Là, j'avoue que ça pêche un peu. Alors, c'est un côté très moderne qui colle avec l'aspect, effectivement, jeu contemporain, mais ça fait un peu fiche de... Voilà, c'est pas très beau. C'est pas très évocateur quand vous regardez l'affiche. Puis on vous présente les règles du jeu, donc comment on va résoudre les tests avec les réussites critiques, les échecs, les réussites normales et puis les fumbles. Également les bonus et les pénalités. Là, ils se sont pas embêtés. Il n'y a pas le système des bonus, des malus. Vous pouvez l'incrémenter hein, si vous estimez que ça fonctionne bien avec l'appel de Cthulhu, vous pouvez rajouter. Là, c'est des tranches. Vous avez un bonus ou un malus de 20. Et vous avez le deuxième cran, c'est 40. Donc, en bonus, c'est plus 40. En malus, c'est moins 40. À savoir que vous ajoutez cette somme à votre score de skill. Et du coup, comme la réussite critique est un pourcentage de votre... vous avez plus facilement des réussites critiques. Ce qui paraît pas déconnant. Léger de tests opposés, donc certaines fois on compare, par exemple, l'alertness d'un personnage avec la furtivité de son adversaire, les deux font un tirage, on compare en cas d'égalité ou s'ils réussissent tous les deux, on regarde celui qui réussit le plus par rapport à sa compétence. Et en cas d'échec, on regarde celui qui rate le moins. Il y a toujours, en fait, sur un test opposé, quelqu'un qui l'emporte. Il n'y a pas de résultats qui sont laissés à côté, si j'ose dire. Vous avez les points, les willpower, comment ça fonctionne. Un chapitre sur le combat. Alors, que dire sur le combat? Ils ont rajouté une petite chose qui est assez intéressante, je trouve. C'est que certaines armes, ils partent du principe que certaines armes à feu sont létales. Et du coup, vous avez un pourcentage dans le descriptif de l'arme, on vous dit tel fusil par exemple, ou telle mitraillette, elle a une létalité de 20%. Lorsque vous réussissez un jet, vous tirez un second jet sur la létalité de l'arme. Si jamais vous réussissez, donc 20% si vous faites entre 0,1 et 20, à ce moment-là, la cible est morte directement. C'est pareil avec les grenades, les choses de zone. Comme on joue en contemporain, il y a de la grosse artillerie en termes de matos. Il y a ce qu'il faut pour ceux qui aiment ce genre de choses. On vous explique comment on gère les poisons, comment on gère le froid, la suffocation, etc. Les conséquences des conditions climatiques un peu extrêmes. Puis vous avez un chapitre sur la santé mentale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ça reste un petit peu comme à tout. Il y a des petites différences. Si on rentre dans le détail, c'est pas tout à fait pareil. Et puis il y a toujours cette histoire de bande, encore une fois, mais on a quand même des folies permanentes, des folies passagères. Voilà, on vous explique comment guérir de tout ça. Un chapitre très intéressant, donc c'est ce qu'ils appellent le home. Voilà, donc ça c'est les fameuses petites scénettes. D'après ce que j'ai vu, il faut en mettre à chaque scénario. Alors il faut vraiment prévoir des choses courtes, parce que si vous jouez par exemple avec 5 joueurs, si vous commencez par faire 5 scénettes, une pour chaque joueur, un peu longue, voilà, c'est déjà le moment de se quitter, et on n'a pas joué grand chose à la table. Et puis ça peut être très intéressant, mais ça demande des qualités aussi pour les joueurs qui doivent être capables de se mettre en contexte rapidement et de tout de suite rentrer dans l'interprétation
avec beaucoup d'improvisation. Par exemple, vous allez dire à un joueur, bon bah c'est l'anniversaire de ta fille, tu es à table, ta femme sort le gâteau du four, elle le dépose sur la table, tu sens qu'elle est un peu gavée parce qu'elle t'a pas vu de la semaine, tu as été retenu par l'agence, et elle te parle en des termes un peu dépréciatifs, voilà, et vous lancez la scène comme ça. Donc ça demande des joueurs quand même qui sont très axés sur le roleplay pour que ça ait un intérêt. Parce que si c'est juste faire rouler du dé, etc., on passe vraiment à côté du truc. D'autant que cette histoire d'humanité et de bande, c'est quelque chose de très important dans le jeu. Vous avez ensuite un chapitre sur l'équipement et les véhicules. Là, il y a du matos. Il y a un petit système aussi. C'est qu'en fait, il y a deux choses. Vous pouvez utiliser une partie de votre argent, de vos ressources, pour acquérir du matériel. Vous pouvez aussi, quand vous êtes envoyé sur une mission, utiliser les ressources qui sont mises à disposition par l'agence. Il y a un petit code couleur, des petits triangles, bleu pour du paiement standard, les dépenses supplémentaires c'est jaune, une dépense énorme ça passe au orange, et les dépenses extrêmes passent en rouge. Et du coup, vous allez aussi pouvoir roleplayer je vais vers mon supérieur pour lui demander si on peut pas avoir, je vais prendre un exemple un peu extrême, un tank pour aller visiter le site qui nous demande d'aller visiter. Et là, bon, vous êtes obligé, entre guillemets, de vous engager aussi, parce que tout matériel qui est prêté doit être restitué. Donc vous avez les véhicules, vous avez des tables, hein, on trouve des fameuses tables d'armes, avec ce petit code couleur, hein. Je sais pas si vous le voyez, voilà, les petits triangles. Donc le bleu, c'est les consommations courantes, vous voyez, light pistol, medium pistol, submachine gun, heavy rifle, donc les fusils lourds, on passe à du jaune, vous voyez, un des 12 plus de dégâts, létalité 10%. Et puis voilà, comme ça, on a un petit peu de listing, quelques pages. Bon, voilà, c'est toujours... il faut les consacrer dans les manuels, ces pages, elles sont intéressantes pour les joueurs. Et puis vous avez ensuite le chapitre qui va traiter des agences fédérales, Federal Agencies. Vous avez le Law Enforcement, vous avez Federal Bureau FBI of Investigation. Vous avez des professions à chaque fois suggérées par rapport au département, Drug DEA, Drug Enforcement Administration. Et pareil, des professions, voilà, spécial opération, le Bureau de l'immigration et des frontières, avec ses professions, US Marshal, voilà, la défense, département de la défense avec ses différentes branches. Ça a toujours, l'US Air Force, ça a toujours été un petit peu ce qu'a fait la spécificité de Delta Green, y compris dans les éditions précédentes, c'est ces organisations. L'US Navy, le corps de Marines, les commandos spéciaux, je pense que l'espionnage et la diplomatie, donc la CIA, des agences comme ça, le département des States, la sécurité publique avec le CDC, Centers for Disease Control and Prevention, l'agence environnementale, l'EPA, la protection environnementale. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est du contexte. Il faut arriver à s'appuyer là-dessus pour... ça permet en fait vraiment d'ancrer les personnages dans une réalité qui est cohérente et plausible et qui vont donner lieu à des... comment dire, quelque chose qui sera fertile au niveau de la partie. Vous avez ensuite des appendices, voilà, avec un peu plus des exemples de jets, parfois surveillance, les poursuites. Voilà, c'est assez succinct. Le livre en lui-même, il n'est pas si épais que ça, celui-ci. Vous avez une fiche de personnage à la fin. On est sur du 190 pages, avec, vous avez un glossaire à la fin. Donc pas trop épais, ça a le mérite d'être assez light. Un joueur qui voudrait se lancer, lui, il a besoin de connaître que ce qu'il y a dans ce livre-là. Et c'est du contenu qui peut facilement s'approprier. Dans une prochaine vidéo, on regardera le Handler's Guide qui, voyez, lui déjà, on n'est plus dans la même zone.
Là, on est sur du, à mon avis, plus de 400 pages. 362, voilà, autour de 400 pages. Et là, ça va être un petit peu tous les dessous de l'affaire, donc ça ne concerne que le maître de jeu. Alors, je sais pas encore comment je m'y prendrai pour la vidéo, parce qu'il faut savoir que Delta Green est quand même un jeu un peu à secret. Ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer les personnages qui en découvrent à chaque fois un petit peu plus par rapport à l'organisation, aux organisations concurrentes, au contexte géopolitique, etc. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, faut que je réfléchisse un petit peu parce que je veux pas trop révéler de choses, sinon ça casse un peu le plaisir de la découverte pour les joueurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me permets de vous rappeler que pour les lancements de parties, donc vous pouvez toujours vous inscrire afin de recevoir les propositions de parties. Il y a déjà une première proposition de partie qui a été lancée. J'ai quelques joueurs qui sont partants, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à chronique.étrange@gmail.com, chronique.étrange, le tout au pluriel, chroniques étranges. Je n'ai pas fait la liaison en raison du point. Et puis comme ça, vous recevrez après par mail les différentes propositions de parties et vous pourrez vous inscrire à une table et participer à la table. Je compte sur vous. J'espère pouvoir lancer ça rapidement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.